Le ballon a commencé à rouler dans la nuit du jeudi 11 juin 2026 avec le match d'ouverture remporté par le Mexique face à l'Afrique du Sud sur un score final de 2-0. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau de décryptage sur Culte TV. Le plus grand événement sportif de la planète est lancé avec une première historique, 48 équipes engagées dans 10 nations africaines qui nourrissent l'espoir de marquer cette édition organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Mais derrière le football, derrière cette fête, des questions agitent encore les coulisses de la compétition. Restrictions de voyage, refus de visa, contrôle renforcé même concernant les influenceurs, préoccupations sécuritaires, les discussions politiques et migratoires américaines risquent-elles de priver certains supporters et officiels de leur mondial? C'est autour de cette question que se tournera notre décryptage sur Culte TV. Je serai bien sûr avec mon collègue Jacques Moramassa. Bonjour. Bonjour Madame Kamel. Toujours un plaisir. C'est un plaisir de partager ce plateau avec toi. Je vais saluer en même temps nos internautes. Merci de nous rester fidèles toujours et toujours. Vous êtes spécial. Eh bien, lorsqu'on voit les fans du foot, on le sent. C'est ça. Cette salutation spéciale, eh bien, ça donne envie de poser en même temps la première question. La Coupe du Monde 2026 est lancée bel et bien le jeudi 11 juin. C'était donc hier. Mais l'actualité autour ne laisse pas indifférent. On a longtemps répété que le sport devrait rester en dehors de la politique, n'est-ce pas? Effectivement. Tout à fait, mais aujourd'hui, est-ce que le football est-il vraiment apolitique? À voir tout ce qu'il y a comme rumeur autour de l'organisation de cette Coupe du Monde. Merci, Kamel. D'entrée, je tiens quand même à féliciter le Mexique qui fait une belle compétition, qui fait une belle entrée en scène avec 2-0 à l'affiche, après avoir cumulé plusieurs défaites, c'est-à-dire 7 matchs. Et là, ils arrivent quand même à s'imposer. C'est vrai, c'est face à un pays africain, c'est mon regret, mais il faut quand même les encourager. Alors, je reviens à votre question. Est-ce que le foot est vraiment apolitique aujourd'hui? En principe, le foot se veut être neutre et rassembleur. Exactement. Dans la théorie. Sauf que dans la pratique, le foot se déroule dans un environnement politique. C'est ça. Sinon, en réalité, la FIFA interdit les messages à caractère politique sur le terrain. Parce qu'on sait que la politique peut diviser, chacun a son avis. C'est ça, c'est pas pour rien. Il y a la mouvance et puis l'opposition. Effectivement. Sauf que la politique s'en mêle aujourd'hui. Parce que quand on parle de restrictions, quand on parle de sanctions, je pense que ça, ce sont des initiatives qui relèvent de l'État, qui accueille donc du pays hôte, tout simplement. On a vu des cas, je pense qu'on va revenir sur tous ces aspects-là tout au long de cette émission. Exactement, et normalement, comme vous l'avez bien sûr dit, le football rassemble et devrait pas faire place à la politique. Complètement. C'est ça, mais en réalité, on se demande est-ce que la FIFA contrôle réellement ou bien pleinement la Coupe du Monde ou les États organisateurs ont plus le dernier mot? Alors, c'est une belle question. Je pense qu'il faut faire la part des choses. La FIFA contrôle l'organisation du match. C'est ça. Les règles autour du match et l'aspect commercial du match. Et bien tout ce qui concerne les visas, les autorisations relèvent du pays hôte. Donc, je dirais en gros, c'est-à-dire au bas mot, que le pouvoir de la FIFA s'arrête à la frontière. Ah bon? Eh bien, donc là, on peut dire que les pays hôtes, c'est-à-dire principalement les États-Unis, ont le plein droit de faire passer leurs règles à eux. Mais là, il y a une nuance. Diplomatique surtout. Là, il y a eu une nuance. Oui, ils doivent brandir également leur souveraineté. Et vous connaissez très bien le président Trump. Il a sa politique migratoire propre à lui. Il y a des expulsions. Il y a, oui, effectivement, très rigide, très rigide. Donc, il y a depuis un certain temps des expulsions
D'accord? Bien avant la Coupe du Monde. Effectivement. Sinon, il n'y a pas que les États-Unis qui organisent cette compétition. On a le Canada, on a également alors le Mexique. Sauf que la polémique, sinon les polémiques viennent des États-Unis. Donc, je pense que une compétition de football devrait pas créer des frustrations, parce que nous avons vu des équipes qui passent 7 heures sur le tarmac de l'aéroport, attendant qu'on les fouille, attendant qu'on vérifie comme si Moi, je pense que là, ça peut déjà frustrer. Et d'abord, le foot est une compétition. Mais par rapport à ce qui se passe au scandale, on constate que avant même la vraie compétition, il y a déjà une compétition liée à l'impératif sécuritaire, à l'impératif diplomatique, ou parce que votre pays est sous embargo, votre pays est sanctionné, et pour des raisons qu'on ne va pas forcément évoquer ici. Et donc, vous, en tant que joueur, vous n'avez pas le droit alors de passer librement. De passer librement. Je pense qu'à la fin, avant la fin, on va quand même faire des suggestions. Et j'espère que les acteurs du football mondial vont nous écouter et qu'ils vont les mettre en pratique. On l'espère bien. Voilà. Et ça m'amène également à poser la question de savoir, est-ce que ces restrictions de voyage et de visa ne risqueraient pas, en fait, de priver certains supporters de leur mondial, de vivre pleinement comme ils en ont l'habitude de le vivre sur le terrain? Oui, alors il suffit pas seulement d'avoir son billet d'avion et le ticket pour suivre le match. Il faut des autorisations. Et normalement, ce sont les fédérations qui s'organisent pour déclarer alors ceux qui voyagent, les effectifs, pour qu'il y ait quand même, parce qu'on sait combien les supporters influencent le résultat du match. Mais avec ce qui se passe, on a plusieurs délégations qui n'ont pas pu voyager. Donc, je disais précédemment qu'il ne suffit pas seulement d'avoir effectivement le billet et puis c'est tout fait. Il faut des autorisations. Et par le passé, c'est des choses qui ne créaient pas du tout polémique. Dès lors que votre pays vous envoie, c'est diplomatique, c'est validé, vous partez tranquillement. Mais aujourd'hui, je viens de le dire, sur le terrain, vous êtes obligé d'être soumis à d'autres contrôles, à des contrôles, à des expulsions. Et là, ça craint déjà. C'est-à-dire, imagine-toi en train d'aller à une Coupe du Monde et puis tu te dis, parce qu'au regard de l'actualité, puisque les médias également en ont fait aujourd'hui leur sujet phare. Donc, vous vous dites, mais qu'est-ce qui va se passer à l'aéroport? Est-ce que je serai accepté? Est-ce que je ne serai pas refoulé également? Pourtant, on parle d'une compétition qui est censée nous rassembler. C'est une fête. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de distinction, de discrimination, je vais dire. Parce que nous avons vu des délégations qui sont passées comme une lettre à la poste. Ils sont descendus, ils ont été accueillis. Et entre-temps, ça dit, vous voyez des délégations, je ne parle pas de cette compétition, bien avant celle-ci, ils arrivent, il y a une cérémonie d'accueil, ils sont royalement accueillis et ils sont habillés aux couleurs de leur nation, de leur culture, et ça fait une fête réellement, parce que la fête ne commence pas quand l'arbitre a donné le premier coup de sifflet. La fête commence déjà quand les scores commencent depuis l'aéroport, l'accueil, la petite fête, l'installation, etc. Mais aujourd'hui, écoutez, on y va. Une fois arrivé là-bas, on va voir ce que ça va donner, etc. Et je pense que les autorités doivent pouvoir se pencher là-dessus. Et puis voilà. Merci à vous pour ces apports. Et puis, un autre dossier qui attire également l'attention, celui d'Omar Hartan. Élu meilleur arbitre africain de l'année 2025, il ne participera pas malheureusement à la Coupe du Monde. Le Somalien s'est fait refouler du territoire américain après la Coupe du Monde des clubs. Mais cerise sur le gâteau, il se retrouve aujourd'hui désigné pour officier lors de la Super Coupe d'Europe. Un symbole qui relance d'ailleurs le débat sur les apports, ou plutôt les rapports entre sport, diplomatie et souveraineté des États. Donc ma question est toute simple, l'affaire Omar révèle-t-elle les limites du pouvoir des instances sportives face aux décisions africaines des États? Point d'interrogation. C'est encore une très belle question, Carmel. Oui. Le pauvre Omar, meilleur arbitre africain. Meilleur, il allait arbitrer son tout premier match en Coupe du Monde
et c'est en même temps le premier arbitre somalien à participer à cette compétition. Mais malheureusement, oui, on parle des limites de la FIFA. L'arbitre somalien avait l'accréditation de la FIFA. De la FIFA. Mais comment? Mais ça n'a pas suffi. Après, la Maison Blanche a sorti un communiqué soi-disant, après des recherches par rapport à l'arbitre, on constate qu'il aurait des liens avec des groupes djihadistes, des groupes armés. Et ça, c'est une raison qu'ils ont évoquée. Et comme ça, tu fais très bien de le dire, puisque l'arbitre somalien Omar, pour le consoler, et je pense que c'est son meilleur cadeau. De toute façon, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse lui offrir. Il pourra officier l'un des prestigieux matchs d'Europe. Il s'agit bien de la Super Coupe d'Europe qui permettra bien sûr de désigner le meilleur club du monde. Je pense que là, je pense que c'est un message très fort envoyé et à la FIFA et aux autorités américaines pour dire attention, le foot, c'est au-delà de ces restrictions, au-delà de son aspect politique, qu'on le veuille ou non. Et l'autre aspect qu'il faut pas oublier, chez lui, il a été accueilli en grand pompe. Exactement, on a même organisé un match. Vous avez vu un stade plein à craquer. Un stade plein à craquer. Beau, moi, je pense que pour des circonstances pareilles, les fédérations africaines devraient normalement se lever, soutenir alors ces pays africains en difficulté dans le cadre de cette Coupe du Monde, notamment quand je prends le cas de l'arbitre somalien, et ce sera la preuve que l'Afrique est unie. Et sinon, comment comprendre également que sur une cinquantaine de pays africains, il n'y a que 10 qui doivent participer à une Coupe du Monde. Moi, je pense que des efforts ont été faits, puisqu'il y a eu d'évolution, mais je pense qu'on peut encore une fois nous accorder quelques places pour donner encore beaucoup de chance aux Africains. Merci beaucoup. Merci également à vous. Et d'ailleurs, selon vous, entre ces 10 pays, est-ce que vous pensez que plus de la moitié ou la moitié passeront jusqu'en 16e? L'étape des poules. Alors, il n'y a plus de petites équipes. D'accord. Oui, il n'y a plus de petites équipes. En Afrique, nous avons compris, et le niveau de prestations est quand même à la hauteur, et s'ils sont à la Coupe du Monde, c'est qu'ils ont travaillé prouvé, en fait, je dis qu'il y a des pays qui ont été éliminés mais qui aujourd'hui peuvent être fiers en fait. Non mais si on leur donne l'occasion de jouer un match de la Coupe du Monde, là ils vont progresser, ils vont dépasser l'étape des poules. Donc je pense que là nous avons 10 équipes et nous aurons au minimum 5 équipes, 5-6, oui, pourquoi pas. Qui vont dépasser cette étape-là. Et pour nous rapporter alors la coupe, nous comptons bien sûr sur les champions d'Afrique. C'est vrai qu'il y a une polémique au niveau du Sénégal pour le moment. Nous espérons bien sûr qu'on aura une issue favorable pour le Sénégal. Et j'espère que le travail a été fait pour que le moral soit haut à leur niveau afin d'aller plus loin dans la compétition qu'ils ont démarré alors hier. En même temps, je souhaite une bonne période de la Coupe du Monde à tous les fans du sport, du football, je vais dire. Et en même temps, je me demande pourquoi il y a toujours autant d'engouement lorsqu'il s'agit du football, selon toi. Alors, le football, c'est un sport très passionnant qui fait non seulement vivre de meilleurs moments, parce que voir à la télé, vous savez, c'est la période des vacances. Exactement. Du coup, on ne s'ennuie pas quand on voit les gens jouer, même quand on ne les connaît pas. Donc, il y en a qui jamais n'aiment pas le foot, c'est-à-dire juste comme ça, ils n'ont pas de raison valable, mais le fait de quand même voir des équipes s'affronter, pour eux, c'est quand même bien. L'autre côté, c'est l'aspect commercial, d'accord? La vente des t-shirts, l'achat des t-shirts. Chez les enfants, allez voir les parents, ils leur disent achète-moi le t-shirt de telle équipe parce que je dois supporter telle équipe, etc. Donc, c'est quand même un sport qui rassemble, effectivement. Et chez les femmes, vous n'êtes pas forcément passionné de foot. Au moins, vous regardez la finale. Mais... C'est pas grave, je vais vous poser une question. À quel moment vous regardez alors le football? Vous l'avez bien sûr su le dire, c'est au niveau de la finale. On veut voir qui va prendre la coupe et puis lorsque on soulève la coupe comme ça. Ah oui, et on voit les feux d'artifice, on voit l'ambiance autour. Le moment qui passe dans tout le long. Il y en a par exemple qui se sont intéressés
au premier match, au match d'ouverture, justement parce qu'ils voulaient voir Shakira. Pour eux, le foot, ça ne veut rien dire, mais ils veulent juste l'ambiance autour, voir les supporters sauter dans le stade, ou alors, il faut ajouter qu'il y en a qui regardent, pas parce qu'ils aiment le foot, pas parce qu'ils comprennent en gros grand chose, c'est justement parce que pour eux, voir un stade rempli, ça leur fait du bien. Voir des gens de tous les pays brandir leur drapeau, ça leur fait du bien. Il y en a, c'est comment les arbitres courent sur le terrain. Quelqu'un a dit, mais le sport, c'est la folie. Comment tu peux jeter les ballons et courir après la balle? C'est une folie. Il n'y a que des fous qui peuvent le faire. Vous voyez? Comment je peux m'asseoir et regarder juste des hommes ou des femmes courir derrière une balle? Comment c'est possible? et voilà. Et sans oublier la partie animation musicale qui est autour, c'est-à-dire lors de l'inauguration, lors du match d'ouverture et à la finale. Parce que ce qui intéresse à la finale, c'est voir remettre des trophées, les médailles, et la compétition se termine comme ça, et puis après, on oublie cette séquence. C'est tout à fait ça. Néanmoins, en dehors du reflet des tensions géopolitiques actuelles, il faut dire que la Coupe du Monde, elle reste une fête et elle rassemble que ce soit des pays africains comme européens. Un dernier mot pour rapidement clôturer cette édition. Alors pour finir, je vais d'abord m'adresser à la FIFA. Oui. Ils doivent désormais avoir la garantie des pays organisateurs qu'ils accepteront tous ceux qui disposent d'une accréditation FIFA. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens aient l'accréditation. Parce que pour donner une accréditation, je pense que ça ne se fait pas d'un coup sur un coup de tête au hasard. Pas du tout. C'est quand même suivant des critères et suivant une période donnée. Voilà. Donc dès lors que vous l'avez, feu vert. Donc avant d'attribuer l'organisation de la coupe, que ce soit de la Coupe du Monde ou des compétitions au niveau des clubs, on doit s'assurer effectivement que le pays qui accueille, d'accord, n'aura pas de problème à accepter tous ceux qui disposeront de ce laisser-passer là. D'accord. C'est comme un passeport diplomatique selon moi. Et merci également à nos internautes qui nous suivent depuis chez eux. Je voudrais leur souhaiter une bonne fête de football, que vous soyez passionné de foot ou pas. Intéressez-vous au match, supportez les 10 pays africains en compétition. Mon message, c'est quand même demander à tout le peuple béninois, aux Africains également, de ne pas se faire compter cette histoire derrière leurs écrans. Ils ont la possibilité aujourd'hui de suivre ces matchs. L'ONTB a les droits de diffusion. Mais ce qui inquiète, c'est souvent les horaires, n'est-ce pas? Oui, il y a les horaires parce que compte tenu de la situation géographique, et il y aura des matchs qui se dérouleront bien évidemment autour de 0h après 0h, ça c'est clair. Mais écoutez, les gens ne dorment plus, il y en a qui sont en éveil jusqu'à 3h du matin. Vous voyez, vous envoyez un message à un monsieur pour un rapport du lendemain, tout de suite vous lui envoyez le message à 3h du temps, il vous répond automatiquement, vous dites mais attendez, vous ne dormez pas. Donc pour le foot, les gens sont prêts à veiller, je pense que mais il y a merci beaucoup à tous. Également, n'est-ce pas? Oui. Merci à vous pour ces avis partagés avec nous sur ce plateau. Le match se joue bien sûr sur les pelouses, mais les questions, elles, se jouent aussi en dehors. Quelle est votre lecture de ces enjeux? Rejoignez la discussion sur nos réseaux sociaux et surtout ne manquez pas les programmes des matchs. D'ailleurs, pour un petit rappel, ce 12 juin, Corée du Sud, République tchèque, aujourd'hui à 2h GMT. Aujourd'hui ou plutôt, là ça passe en fait au 13. Donc pour ce soir, vous avez deux matchs. Corée du Sud, République tchèque, je le disais tantôt, 2h GMT, ça doit être 3h chez nous. Canada, Bosnie, 19h GMT, 20h chez nous. C'est bien ça. Merci à vous d'être restés avec nous du début jusqu'à la fin. On se voit très bientôt pour un autre décryptage et surtout, restez connectés toujours Culture TV. Merci et à très bientôt.